La tribune politique, c'est la tribune réservée donc aux échanges et ils sont des hommes. Je voudrais vous présenter mon premier invité, Lukman Tigani, acteur politique. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de l'ITélé. Très bien. François-Xavier Noumon, chroniqueur, bonsoir. Bonsoir Romuald Ngoui, bonsoir chers amis téléspectateurs. À nouveau, bonsoir Théodule Ronsa. Oui, bonsoir Romuald, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de votre regard. Voilà. Journée internationale des hommes. Bon, pas des hommes grand H, des hommes petit H. Vous, pourquoi faire François-Xavier Noumon? En fait, ça me fait tellement sourire. Bon, pour être honnête, je n'étais pas forcément au courant qu'il y avait une journée dédiée aux hommes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que cette question m'est taraude depuis que j'ai appris cette nouvelle. Mais bon, c'est simplement peut-être parce qu'on a pris l'habitude de célébrer les femmes et que nous sommes dans des sociétés qui, je ne dirais pas sont réputées et qui ont plutôt tendance à discriminer les femmes, qu'on est un peu trop concentré sur l'impératif de résorber les discriminations qui sont faites aux femmes, que bon, on ne se rend pas compte vraiment qu'il y a une journée. Merci à celui qui a pensé à cela, ou à ceux qui ont pensé à cela, mais il n'en demeure pas moins que l'utilité de cette journée, peut-être pour s'arrêter sur le rôle que les hommes jouent dans la société en tant que mari, père de famille, frère, on va dire. Bon, vous savez, ces journées, on ne peut. Je n'ai pas une trop même appétence pour ces journées parce que je pense au final on ne dit que des banalités, même s'il y a des sujets spécifiques. Il faut dire que dans certaines sociétés aussi les hommes sont discriminés. Peut-être pour les hommes battus, ainsi de suite. Bon, voilà, je ne sais pas. Voilà. Voyez-vous l'utilité d'une telle journée, Lukman Tigani? Oui, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans une société qui, depuis un certain nombre d'années, fait un effort pour combler le vide en faisant de la discrimination positive à l'égard de la femme. Le 8 mars est réputé comme Journée internationale de la femme. À côté de ça, vous voyez toute l'euphorie qu'il y a lorsqu'on veut fêter la fête des mères, contrairement à la fête des pères. C'est le même constat que nous faisons aujourd'hui lorsqu'il y a la journée internationale des hommes. De l'homme. Il n'y a vraiment pas de l'engouement. Il y a très peu de personnes qui connaissent cette journée qui est, il faut le rappeler, initiée depuis 1999 dans le souci de combler un peu les discriminations qui sont faites dans un certain nombre de sociétés à l'encontre des hommes. Faire en sorte que sur les questions de santé, sur les questions d'éducation et même sur les questions d'accès à l'emploi, lorsque des politiques sont en train d'être mises en œuvre, c'est vrai qu'il faut aller vers l'aspect genre, qu'il faut voir comment est-ce que les femmes ont accès au crédit, comment est-ce que les femmes ont accès aux services de santé, mais qu'il ne faut pas vraiment oublier cette composante de la société, les hommes qui, aux côtés des femmes et aux côtés des enfants, constituent aussi des cibles des politiques de développement. Un autre aspect aussi, c'est de comment faire en sorte qu'il faut davantage responsabiliser les hommes dans le travail que nous faisons dans les marches de nos États vers le développement durable, vers l'équité, vers l'égalité. Lorsqu'on parle par exemple d'accès des femmes aux services de planification familiale, comment est-ce que nous responsabilisons davantage les hommes dans ce processus de communication? Parce que justement l'appui de l'homme est important. Oui. Exactement. Généralement ça ne réussit pas sans l'homme. Sans l'homme, voilà. Lorsqu'on parle de la lutte contre les violences basées sur le genre, en l'occurrence les violences faites aux femmes et aux filles, comment est-ce que nous mettons davantage les hommes au cœur des politiques, au cœur de l'action, pour pouvoir avoir des résultats durables? Je pense que ça doit être beaucoup plus, comme vous l'avez dit, des journées de réflexion pour, au-delà de célébrer des efforts, réfléchir davantage sur comment est-ce qu'il faut changer de paradigme pour davantage aller dans une synergie d'action pour le développement. Très bien. Théodule Ronsa. Oui, Romuald, je suis très heureux d'apprendre que cette journée existe, la journée internationale des hommes. 8 mars, vous voyez l'intérêt que le monde entier accorde aux femmes qui ont le 8 mars pour célébrer la journée internationale des femmes. Nous avons la fête des mères, et M. Tigani l'a dit tout à l'heure. Il y avait la fête des filles il y a quelques semaines.
des octobre dernier, il y a tout cet engouement autour des femmes, donc des filles. Mais du côté des hommes qui assument c'est-à-dire les grandes responsabilités dans la société, même au sein du foyer, parce que rien ne peut se faire sans les hommes, eh bien, cette discrimination existe, elle est là. Pour faire ceci, pour assumer les grandes responsabilités au sein du foyer, on parle des hommes. Mais vous n'oubliez pas qu'il y a des femmes qui jouent et le rôle de père et le rôle de mère. Mais même quand on parle de violence, il y a des hommes qui subissent des violences au sein des foyers, des hommes qui sont sérieusement battus par leurs femmes, mais on n'en parle pas. C'est tout de même une honte pour un homme. C'est vrai que culturellement, il n'est pas admis. Non, c'est pas qu'il n'est pas admis. Il est admis parce que ça se passe, donc factuellement, il est admis. Mais seulement que culturellement, il y a une chape de plomb sur il y a des sujets, c'est un sujet tabou. Oui. Et vous ne même en face des hommes, même en face des femmes déjà, vous trouverez très peu d'écho à ce genre de situation. Mais justement, ces journées tombent à pic pour essayer de dépoussiérer un peu ces sujets il y a beaucoup de ces sujets tabous, qui touchent à la vie des hommes, à leur intimité, ainsi de suite, parce que culturellement, il est inacceptable, il est intolérable d'en parler parce que c'est lié tout de suite à une perte de virilité, à une acceptation sociale qui n'est pas totalement admise, qui fait que beaucoup d'hommes souffrent en souffrance et souffrent en silence simplement. Donc peut-être ces journées peuvent servir à mettre le doigt sur des points bien précis. Ce n'est pas contre, il ne faut pas faire une journée des hommes pour célébrer des hommes contre les femmes. Comme pour le 8 mars, il ne faut pas faire une journée pour célébrer les femmes contre les hommes, ainsi de suite. C'est toujours une alliance, mais il n'en demeure pas moins que ce soit l'aspect genre, tous ces programmes ne soient pas faits à l'encontre des hommes. Je pense qu'aujourd'hui, comme mon voisin d'en face l'a dit, il faut absolument que les hommes prennent une place, prennent déjà conscience. Les hommes, soyons honnêtes, occupent une place quand même assez importante dans nos sociétés, qu'on le veuille ou non. Maintenant que les hommes prennent conscience que sur des programmes bien précis, et il a soulevé les points, la lutte contre les violences, le planning familial par exemple, il n'y a pas de planning, quels que soient les efforts qui sont faits, tant que les hommes, les chefs de famille ne s'y impliquent pas, parce que souvent ce sont les hommes qui sont demandeurs de ces genres de solutions et qui peuvent d'un coup de baguette magique ou par leur volonté, parfois leur despotisme, décider d'interrompre et de mettre tout ça de côté. Donc je pense que toutes ces politiques ont plus de chances de réussir si les hommes prennent conscience des enjeux. Et souvent, je pense de plus en plus ça se fait, ces programmes-là se discutent de plus en plus en famille, et peut-être qu'en célébrant les hommes, on célèbre la famille, même si on lit souvent, voilà, la stabilité d'un couple, la durabilité d'un foyer à la femme. Il n'en demeure pas moins que sur ces questions bien précises, sans les hommes, sans que ces questions ne soient discutées, parce que après, vous savez, mais ça met en cause, il a touché du doigt les vrais problèmes, la réussite de ces politiques publiques sont intimement liés à l'implication des hommes. Parce que vous avez beau aller sur le terrain, rencontrer des milliers de femmes, les sensibiliser, avoir leur adhésion, si une fois qu'elles reviennent dans leur foyer, elles sont face à un mur, donc c'est un éternel recommencement, et on a l'impression parfois sur certains programmes que en réalité les chiffres bougent très peu, simplement parce que les hommes ne sont pas impliqués. Prenez par exemple la prolifération des grossesses précoces dans nos écoles, ainsi de suite. Les femmes sont impliquées, ainsi de suite, mais parfois, surtout en milieu rural, ce sont les hommes qui détiennent la clé. Ce sont les parents d'élèves qui détiennent la clé, et principalement ce sont les hommes, parce que nous sommes encore dans des systèmes, dans des systèmes où les hommes sont l'alpha et l'oméga de tout ce qui touche à la famille, ainsi de suite. Et dès qu'ils s'impliquent, ça se résout automatiquement, non pas que le rôle de la femme est minimisé, mais on parle de culture, on parle encore dans beaucoup, notre population est encore en grande partie rurale. Si les hommes ne s'impliquent pas réellement dans ces sujets bien précis, nous n'avons pas de chance, les politiques publiques seront mises à mal, et on va mettre un peu plus de temps qu'il n'en faut pour résorber ces discriminations qui subsistent encore dans nos sociétés. Mais le problème qui se pose, il a rappelé 20 ans
après, on est toujours là. Cette journée est moins connue. Oui, c'est parce que, en fait, c'est parce que, vous savez, déjà depuis plus de 30 ans, même avant la conférence de Beijing, il y a eu toute une dynamique des femmes dans le monde qui a facilité le fait que le combat des femmes, le message des femmes puisse être porté au plus haut niveau. Au niveau des hommes sont peut-être restés dans leur zone de confort et il n'y a pas forcément toute cette dynamique-là pour porter à l'échelle internationale autour de la table un certain nombre de problèmes auxquels les hommes sont confrontés. Je pense déjà, on a parlé tout à l'heure de la question de l'implication des hommes dans les politiques, mais quand vous prenez par exemple les questions de violence, il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de violences, même psychologiques, dans leur ménage. Comment est-ce que ces questions-là sont portées autour de la table pour que, en éduquant des tortures morales. Oui, des tortures morales. Parce que quand la femme veut le faire, elle le fait, et bien. Voilà, comment est-ce qu'il faut orienter des politiques pour aller vers l'éducation de la femme, pour accompagner l'homme dans le foyer, accompagner l'homme et faire en sorte que l'homme ne puisse pas subir de cette torture morale. Quand vous prenez aujourd'hui sur le marché de l'emploi, il est difficile de concevoir qu'un homme aujourd'hui continue aide une bassine sur la tête pour faire aller dans le marché de l'emploi. Il y a des métiers qui continuent d'être vus comme des métiers purement réservés aux femmes, alors qu'aujourd'hui il y a toute une dynamique, il y a tout un engouement des hommes qui peuvent aller vers ces métiers-là, surtout dans un contexte en Afrique au sud du Sahara où les questions de sous-emploi et d'employabilité se posent. Il faut orienter des hommes vers un certain nombre de métiers. C'est difficile au lieu de voir des hommes aller faire de la cuisine, ça c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui, mais il faut amener les hommes vers ces métiers autant qu'on amène des femmes. Voilà, autant qu'on amène les femmes vers des métiers qui étaient jadis réservés à des hommes. Il faut amener aussi les hommes vers des métiers réservés aux femmes. Il y a un paradoxe, sans vouloir prendre la parole, voler la parole à Théodule. Souvent on n'en parle pas simplement quand on parle de politique publique, de développement et ainsi de suite, on parle de tous ces sujets simplement parce que ces politiques ne sont faites par des hommes en réalité. En réalité c'est ça, et les femmes ont souvent le beau rôle de nous le rappeler. Tout ce qu'on fait comme programme, planning familial et ainsi de suite, souvent ce sont des hommes qui font des programmes à l'endroit des femmes. Donc parfois, il est tout à fait normal que qu'on ne se souvienne pas des hommes, puisque de toute façon, ce sont les hommes qui le font, et aujourd'hui de plus en plus. Et cette problématique s'est imposée, il n'est pas étonnant que ce soit dans les années 90, cette problématique s'est imposée vers les années 80. Quand la Banque mondiale, les institutions de Bretton nous réfléchissaient aux politiques de développement des pays pauvres. Et on parlait de démographie surtout. Il y avait deux politiques malthusiennes, la branche malthusienne qui disait, bon, il faut imposer le planning familial, c'est parce qu'on aura moins d'enfants qu'on pourra se développer. Il y a de la politique, la branche développementaliste qui a fini par gagner, qui dit non, il faut plutôt responsabiliser les femmes, tailler des politiques sur mesure pour le développement des femmes. Donc, c'est en ce développement qu'elles vont comprendre que petit à petit, qu'il n'est pas toujours dans leur intérêt de faire 7 enfants ou 8 enfants et de paramétrer. Donc, à partir des années 80, il y a eu l'explosion de tous ces programmes à la destination des femmes. Aujourd'hui, l'autonomisation des femmes, c'est des politiques qui datent de plus de 30 ans. Autonomisation des femmes, planning familial, il y a énormément de projets. Le genre s'est imposé. Donc, petit à petit, toutes ces politiques de développement aujourd'hui, c'est comme c'est comme une évidence que pour développer les pays pauvres, il faut d'abord développer les femmes. C'est aussi simple que ça. C'est sans caricaturer, c'est ça. Effectivement, l'implication des hommes est importante dans les politiques quand on sait que, vous vous souvenez, mais quand on parle même de microcrédit, même quand on prend l'autonomisation des femmes, il y a des hommes qui n'accepteront pas ou qui n'acceptent toujours pas que les femmes puissent avoir des microcrédits, puissent être autonomes parce que la femme, pour eux, quand la femme devient autonome, elle peut ne pas respecter son mari. Donc il y a de ces conceptions qui sont toujours ancrées dans les cervelles de nos concitoyens qui se retrouvent pas forcément dans les zones rurales, pas forcément. Même dans les zones purement intellectuelles. Ça se remarque. Et je dis, ce n'est pas juste ça, c'est ma conviction. Parce qu'il faut forcément, et c'est très important au regard de l'évolution du monde, rendre la femme purement autonome. C'est-à-dire mettre en application, accompagner tous ces programmes qui sont mis en œuvre pour que la femme soit autonome. Parce que quand elle est autonome au sein du foyer, l'homme, en tout cas, et ça respire bien.
vous soufflez bien. Mais c'est anormal. C'est suicidaire de ne pas laisser votre femme. Il paraît que. Oui, c'est vrai qu'il y a de ces femmes. Il y a de ces femmes qui il y a de temps Ce qui est en train de nous échapper là, nous nous plaignons depuis le début que personne ne parle, et en fait, notre débat, on est en train de faire un débat sur les femmes. C'est là le grand paradoxe. Non, mais ça dit, c'est des choses qui arrivent, c'est des situations qui se présentent au sein des foyers. Il est bien normal qu'on en parle et qu'on mette un accent particulier sur cette journée des hommes. La réaction de François me ramène la journée des hommes. Et c'est effectif parce qu'il y a de ces hommes qui souffrent, il y a de ces hommes et qui souffrent des inégalités au sein de la société. C'est vrai, on parle toujours des femmes, mais en réalité, les hommes aussi en souffrent. C'est-à-dire, quand vous prenez ce qui se passe peut-être actuellement même, où on crie le nom des femmes, égalité de sexe, égalité de ceci, égalité de cela, mais en réalité, qui sont ceux qui programment tout ça? Qui sont ceux qui le font? Ce sont les hommes. Et donc, il est très important qu'on accorde de la place aussi aux hommes dans la société. Nous en avons assez de place et qu'on en parle suffisamment. Il ne faut pas qu'on déclenche des manifestations parce que... dans le sens de déclencher... Pendant qu'on cède un certain nombre de places de responsabilité aux femmes, il faut que la société soit aussi plus juste et nous permette de combler ailleurs. Oui, mais c'est ça qui est important aujourd'hui. Là, je pense qu'on risque de faire la minorité contre nous. Voilà, on passera à autre chose. En tout cas, vous le savez désormais. Ça existe depuis 1999, cette journée internationale des hommes, n'en déplaise aux femmes. Voilà, on va parler d'une autre journée qui est célébrée le 19 novembre comme la journée internationale des hommes. C'est bien la journée mondiale des toilettes qui pose un problème crucial, l'assainissement dans nos zones, que ce soit les zones rurales et urbaines, parce que c'est devenu un problème de santé publique. Le manque de toilettes, il faut rappeler que dans le monde, 60% de la population n'a pas accès aux toilettes. Et quand on parle de 60% de la population, c'est déjà 4,2 milliards de personnes, le Pantigani. Oui, je pense que les chiffres sont évocateurs des sociétés que nous sommes en train de construire. Et lorsque vous parlez de 60% de la population, je pense qu'il est important de revenir en Afrique au sud du Sahara et de voir que nous sommes beaucoup plus autour de 70-80% de nos populations qui sont sans toilettes. On ne va pas voir dans Cotonou ici, faites un sondage combien de maisons de toilettes à Cotonou, vous allez comprendre. Encore lorsque nous allons en milieu rural, le constat est là. Je pense que nous avons de plus en plus dans nos États en Afrique au sud du Sahara construit des villes sans de véritable politique d'assainissement. Il n'y a pas de politique d'assainissement. Nos villes sont laissées ouvertes. On construit des maisons sans prévoir où est-ce que les toilettes doivent rester. Des fois même les positions des toilettes dans les maisons, quelquefois même pour vous rentrer, c'est les toilettes qui vous... Lorsque vous allez dans des administrations, même des administrations publiques, il y a des administrations où vous n'avez même pas de toilettes confortables où vous devez vous mettre à l'aise. Lorsque vous allez dans les écoles, mon Dieu, là, nos enfants dans nos écoles, quelle misère ils endurent aujourd'hui. Les écoles n'ont pas de stratégie d'assainissement. Les enfants ne savent pas où est-ce qu'il faut se laver les mains. Les enfants ne savent pas où est-ce qu'il faut aller aux toilettes. Et je vais aborder une problématique cruciale. Les filles en période de menstrues, il n'y a même pas de toilettes confortables pour leur permettre d'aller se changer. Nous avons aujourd'hui dans nos États faillis. Et il est important que nous puissions combler le gap. Et je pense que c'est l'objectif de cette journée mondiale des toilettes. Malheureusement, c'est des journées qui ne sont pas portées au flambeau, qui ne sont pas portées sur la table afin que les décideurs puissent trouver des solutions. On est beaucoup plus autour d'autres journées, alors que c'est des journées qui, vous l'avez dit aujourd'hui, les questions de toilettes, c'est des questions de santé. Et c'est beaucoup plus aujourd'hui des questions de développement durable. Parce que l'investissement dans l'assainissement, et on en avons besoin aujourd'hui de cela dans nos États. Voilà. Et effectivement, l'objectif, c'est de sensibiliser le grand public à l'hygiène, à l'assainissement, à l'échelle planétaire, mais dans nos États, comme le Bénin, par exemple, il y a les chiffres sont également alarmants quand on sait qu'il y a des difficultés à avoir accès, ou du moins, les toilettes qui existent sont
mal entretenues. Vous n'allez pas demander aux autorités gouvernementales de venir entretenir les toilettes, le peu de toilettes que nous avons, par exemple. Il y a de ces responsabilités qui incombent à nos populations. Oui, déjà, je pense qu'il faut faire une différenciation. Nous, ce qui se pose déjà comme problème, parce que quand vous parlez de toilettes, c'est le tout. C'est la latrine, c'est les lavabos pour se laver les mains avec les salles d'eau et puis les latrines. Je pense que le véritable problème déjà, c'est la disponibilité des latrines. Parce que souvent on dit toilettes publiques, ainsi de suite. C'est quelque chose de capital et tellement important parce que c'est une histoire c'est une question de justice sociale. Il faut dire que j'étais tombé j'avais fait des chroniques successives là-dessus, je pense l'année passée sur ce même plateau. La Banque mondiale avait fait une étude, le WASP, en français, Programme Eau et Assainissement, avait fait une étude, oui, le WASP Programme. En 2012, il disait, j'ai pu retomber sur le rapport, le Bénin paie environ 52 milliards de francs CFA à cause du manque de latrines exclusivement. Entre autres chiffres, 7000 Béninois, dont 4300 enfants, meurent chaque année à cause des maladies liées au manque de latrines, diarrhée, choléra, ainsi de suite. On peut parler encore que environ 180 millions de francs CFA, environ 3 millions d'euros sont dépensés chaque année en soins de santé spécifiquement pour ça. On imagine, Lukman a mis le doigt sur un point essentiel. Les femmes sont doublement plus pénalisées par le manque de latrine à cause de leurs besoins naturels inhérents à cela. Et ce qui est anecdotique, je tombais sur une vidéo d'une influenceuse nigériane la dernière fois qui se plaignait du coût des serviettes hygiéniques pour les femmes, simplement qui est une autre injustice sociale à cause de ça, parce que aujourd'hui ce qui est moderne et qui est utilisable coûte de plus en plus cher, ainsi de suite. Elle dénonçait. Donc déjà couplé à tout cela, ça pose un problème d'équité sociale, de justice sociale. Évidemment, pendant de longues années, pendant plus de 20 ans, 30 ans, étant donné déjà que les politiques d'assainissement, les plans existent. Vous savez, quand vous prenez nos grandes villes, les plans d'urbanisation existent sur le papier, c'est bien joli, mais comme les administrations successives se sont ingéniées à ne pas faire respecter ces plans d'urbanisation, nous sommes rentrés dans une pagaille toute faite et de fait, où chacun fait ce qu'il veut. Vous avez des fosses septiques qui donnent sur des rues. Il est de coutume de voir en plein Cotonou les gens déféqués au bord des voies, ou même dans des maisons construites en dur, où on fait évacuer les eaux des toilettes et des latrines sur la voie publique, où on le fait dévier directement dans les caniveaux, ainsi de suite. Donc c'est tout un foutoir. Donc c'est pourquoi en 2016, quand le gouvernement est arrivé, il y a un grand plan d'assainissement, le plan du Grand Nokoué, qui vise à résorber ce problème. On est coupable, beaucoup de gens se posent des questions, mais en fait c'est un plan qui va avec le projet d'asphaltage. Je pense que ce sera la deuxième phase du projet d'asphaltage, essayer de déployer un peu partout dans les grandes villes, quand même au minimum les toilettes publiques, parce que je pense que selon les informations que j'ai, les adjudicataires des différents projets sont déjà connus. Donc là on est à la veille d'une phase de déploiement. Parce que autour de cette problématique, il y a les questions liées à la prévalence des épidémies, des maladies. Quand vous prenez le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, Tokpa, c'est on va dire, on peut le dire sans se cacher, c'est un nid à microbes. Quand vous rentrez dedans, parfois, vous vous demandez comment on arrive à survivre à l'intérieur. Donc, pourtant, il y a des toilettes qui sont disponibles et qui sont des sources énormes de revenus. Je sais de quoi je parle. Qui sont des sources énormes de revenus pour certains qui se retrouvent dans le même marché dont nous parlons. Oui, exactement, parce que quand
je dirais, toilettes au marché d'Antokwa, avec le nombre qu'on a, le nombre d'usagers qu'on a dans ce marché, et bien, je ne vous contredis pas, mais moi, pour ma part, je pense que c'est insuffisant. C'est insuffisant, et ce qui fait que les femmes, les vendeuses, ceux qui restent du matin jusqu'au soir, mais quand l'envie le prend, mais c'est, excusez-moi le thème, parce que là, il y en a qui sont à table, qui sont mais c'est dans des sachets qu'ils défèquent, et puis on emballe ça dans un coin, et puis ils mettent ça sous la table, et c'est le soir, en rentrant, qu'on jette ça dans la lagune. Et puis c'est ça ce que nous vivons. Ce qui fait que d'autres, ceux qui ont des maisons dans les alentours, sont obligés de transformer. Parce que c'est peut-être devenu aujourd'hui des maisons familiales. On essaye de faire quelque chose, ça devient des toilettes publiques où on paye peut-être 50 francs ou 100 francs pour soit se laver, pour ceux qui prennent le douche, et 100 francs pour ce que je sais, et pour ceux qui vont aux toilettes, en tout cas c'est 50 ou 115 francs. Et donc, ça pose véritablement un problème dans nos marchés. Dans Tokpa, qui est le gros lot, vous n'en avez pas. Il n'y en a pas. Et si vous, à pareille heure, vous vous promenez dans le marché de Tokpa, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être mouillé. En tout cas, ne vous promenez pas, vous avez entendu. Je pense que de là, ça y a aussi, vous l'avez dit, la question de sensibilisation de nos populations sur l'utilisation des toilettes. Pourquoi il est important d'utiliser des toilettes appropriées? Je ne vais pas lancer la foi à un certain nombre de communautés, mais quand on prenait par exemple les communautés qui sont au niveau de la berge lacunaire, et qui sont même au niveau de nos plages, vous vous demandez, mais comment est-ce que les gens ont des toilettes à côté? Mais ils vous disent que culturellement, quand ils se lèvent le matin, il faut aller vers la plage pour se mettre à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème d'éducation et de sensibilisation de ces populations-là à faire. Pour ceux qui les font directement dans la lagune, vous diront que les poissons... Exactement. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. C'est bien sérieux parce que on a tout un travail de sensibilisation à faire de nos populations sur les questions de santé, de bien-être, d'assainissement, pour que les gens comprennent que nous avons besoin de vivre dans un cadre sain. Nous avons besoin de vivre dans un cadre sain. Vous avez dit tout à l'heure que les questions de toilettes aujourd'hui constituent des sources de revenus. Je pense que c'est un autre travail que les politiques en matière de création d'emplois des jeunes doivent faire pour voir quels sont de petits secteurs qui peuvent aujourd'hui occuper les jeunes et permettre à ces jeunes d'assurer une petite autonomisation financière et économique. Vous avez parlé du programme WASH qui, à un moment donné, orientait les jeunes sur les questions d'assainissement. Comment est-ce que les jeunes créent des entreprises sociales sur les questions d'accès à l'eau, sur les questions d'assainissement et même sur les questions d'accès aux toilettes. Mais malheureusement, vous avez parlé d'un plan d'assainissement. Mais il n'y a pas d'espace aujourd'hui pour accueillir les toilettes publiques dans nos villes. Tout a été vendu, tout a été morcelé. Il n'y a même pas d'espace pour faire passer l'eau. Si on doit construire aujourd'hui dans Cotonou des toilettes publiques, où est-ce qu'on doit les construire? Des gens seront obligés de réquisitionner, comme l'avait dit, des maisons familiales ou des maisons personnelles pour en faire des entreprises sociales pour permettre aux gens d'avoir accès à Mifébor, à Dantokpa et même en plein centre-ville aussi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut remercier peut-être aujourd'hui les confessions religieuses qui ont trouvé un peu le couloir, le raccourci pour même ça génère aussi des revenus. Il faut quand même, parce que puisque vous parlez de Cotonou, il y a quand même un cas spécifique sur lequel il faut revenir très souvent. Vous prenez, je crois, c'est le quartier Ladji, que Sainte-Cécile, la zone, c'est bien, je me souviens avoir fait quand même un élément, mais ce quartier manque énormément de je ne dirais pas comment il s'en sort. Je pense déjà qu'il y a parce que vous voyez sur Piloti, vous voyez même et puis c'est ça. Non, je ne sais pas comment et puis ça tombe. Je pense qu'il y a il faut le dire, il y a une démission des pouvoirs publics depuis fort longtemps, qui ont déjà entre les différentes administrations, l'État central. On parlait de l'éclairage public ici il y a quelque temps. Ça participe de la même logique. Les collectivités locales vous diront que non, l'État ne fait pas les transferts à temps, donc nous ne pouvons pas, nous n'avons pas déjà assez d'argent pour... Parce que l'assainissement, c'est de la responsabilité du gouvernement. Oui, je pense avoir des toilettes publiques, des latrines publiques à Sainte-Cécile ou voilà, à Jéricho, ainsi de suite. Ce n'est quand même pas l'État central qui viendra le faire.
Je pense que ce sont les collectivités locales, les mairies, les communes, ainsi de suite. Donc on vous dira, pour des questions de budget, on a déjà du mal à nous en sortir, donc on n'a pas assez de budget pour ça. Mais je pense que cette problématique est prise en compte, parce que déjà, et si vous prenez le programme d'action du gouvernement, on parle de tourisme, ainsi de suite, cela va de pair. Si un touriste passe dans Cotonou, Porto-Novo, Parakou, et ne trouve pas sur un rayon de 100 mètres, 200 mètres, ne trouve nulle part où se soulager, est obligé d'aller dans un hôtel, ainsi de suite, pour le faire, ça pose un problème. Donc je pense qu'il y a je pense que pour une fois, il y a une réflexion holistique qui prend en compte tous ces paramètres pour pouvoir, au moment, je pense que parce que nous avons tout de même créé un vide depuis... Voilà, et donc ça demande beaucoup d'investissement, comme les projets asphaltage. Et d'ailleurs, l'ouverture des voies a posé problème parfois, on a dû casser. Et je pense que l'État ne va pas s'empêcher de rétablir les plans originels et s'il faut casser, il faut casser. Absolument. Je pense que c'est déjà dans les cartons. Il y aura, je pense, véritablement par rapport aux informations qui nous viennent, il y a un grand déploiement de mobilier urbain un peu partout dans les grandes villes, suivant la même logique que le projet d'asphaltage, pour pouvoir permettre déjà de résorber un tant soit peu la disponibilité parce que beaucoup de gens ont soulevé cette question quand il y a eu répression pour les urines ici, pour ceux qui polluent ça, même si ça c'est un problème d'éducation, c'est un problème d'éducation qui doit commencer déjà au niveau des écoles. Je pense que l'État est en train de prendre les dispositions pour pouvoir résorber un tant soit peu la disponibilité de ces mobiliers urbains très important pour, disons, une mobilité sociale assez importante maintenant. Et justement, la planète, tout de même, la planète a consacré une journée, mais pas seulement une journée, parce que comme je le disais, c'est un enjeu, c'est un gros enjeu, et c'est très important pour nos États. Quand on sait que aujourd'hui, il y a même une organisation mondiale des toilettes. Vous imaginez, Lukman Tiyani? Oui, au fait, c'est des groupes de pression, de lobby qui se forment pour faire en sorte que dans la mise en œuvre des politiques, l'on ne puisse pas oublier ces aspects-là. Oui. Quand vous quittez le cadre informel de Dantokpa, de nos villes, j'ai parlé tout à l'heure des structures formelles. Oui. L'administration publique. Quand vous allez dans les administrations, vous avez du mal à vous mettre à l'aise lorsque vous avez juste envie d'uriner. Quand vous allez dans des écoles. Donc il est aujourd'hui important que des organisations de la société civile, comme l'Organisation internationale des toilettes, puissent davantage attirer l'attention des décideurs sur ces questions. Et voir comment est-ce que dans les programmes, dans les politiques d'assainissement qui sont mises en œuvre, qui sont en train d'être reformatées un peu comme le cas de Grand Nokwe, comment est-ce que les organisations de la société civile s'assurent que dans toutes ces politiques-là, on met en œuvre des infrastructures socio-sanitaires au nombre desquelles les toilettes pour permettre aux populations de se mettre ensemble. Au niveau des communautés, il ne faut pas forcément attendre que le chef d'arrondissement ou le maire puisse recevoir des ressources de l'État central. Mais comment est-ce que les populations, les communautés elles-mêmes s'organisent pour pouvoir répondre aux besoins qui se posent à elles? Parce que c'est important. Aujourd'hui, vous êtes dans des quartiers, dans des sphères de 1000 mètres carrés où il n'y a même pas une seule toilette. Et ça, c'est vraiment un problème. Les communautés ne doivent pas attendre forcément les décideurs ou l'État central, le pouvoir public pour venir faire. Il faut aller conscientiser, il faut aller communiquer, sensibiliser les populations pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé de cette toilette. Je me souviens, il y a quelques années, on avait lancé le programme de lavage de mains. C'est un programme de la Banque mondiale. Ça aurait été génial si on avait profiter de ce programme-là aujourd'hui pour mettre en place un certain nombre de phrases pour permettre aux gens de cela. Vous l'avez dit, lorsque vous promenez dans Cotonou, que vous avez envie de vous mettre à l'aise, vous n'avez pas de toilette publique. Quand vous toquez la porte d'une boutique ou d'un restaurant pour demander, regardez le regard que les gens jettent avant de vous permettre d'aller le faire. Ça pose vraiment un problème. Donc, on va éduquer. On va aller vers la répression, mais il faut aujourd'hui mettre des infrastructures. C'est de la responsabilité de tout le monde. Mais au-delà, il y a tout de même l'OMS qui prône également la disponibilité des toilettes dans nos maisons. Oui. À domicile. C'est important. Et là, c'est là où j'en venais pour appuyer un peu M. Lukman. Mais il va falloir, en plus
de tout ce que l'État est en train de prévoir par rapport aux toilettes publiques, qu'il y ait une politique en direction de nos maisons, c'est-à-dire les propriétés de maisons qui construisent. Parce que ce qu'on a toujours fait depuis longtemps, c'est-à-dire pour des maisons où il y a des locations, c'est d'ailleurs les toilettes qui vous accueillent juste à l'entrée, avec ce qui n'est pas du tout normal. Mais il va falloir qu'on en arrive à un plan qu'on doit proposer à tous ceux qui construisent pour que les toilettes soient, c'est-à-dire ce qu'on appelle les trucs sanitaires et qu'on ne retrouve plus les toilettes à l'entrée de la maison. On vous dira qu'il faut des moyens tout de même. Non, mais un plan, c'est-à-dire vous prévoyez ça dans la planification, c'est-à-dire le plan, l'architecte qui fait le plan de votre maison, ça doit être dedans et que plus personne ne verra plus des toilettes à l'entrée des maisons. Même ici à Cotonou, je prends par exemple mon quartier et que les gens m'en excusent, à Glanganda à côté, mais où presque tout le monde est là, mais les gens quittent leur maison et il y a des propriétaires qui perçoivent les loyers mensuellement, mais qui n'ont pas réalisé des latrines aux gens. Donc, ils sont obligés de déféquer au bord de la voie, là où il y a quelques buissons ou une petite... Et puis, ça défèque un peu partout dans la rue. Et quand tu en parles, on te demande... Est-ce que c'est ton domaine, c'est chez toi ici? Il y a même des toilettes, on a du mal à aller vers le vidange. Oui, ça c'est le problème. Non, je pense que avant tout, c'est une question de responsabilité sociale. Je pense que l'éducation est importante, mais il ne faut pas oublier que, et je pense que l'État en est très bien conscient, c'est de la justice sociale, au moins dans les écoles, les administrations, et ainsi de suite, pour que les gamins puissent avoir accès à ça, et ça participe de leur éducation, parce que quand ils en prennent l'habitude, ils pourront l'exiger à leurs parents, ils pourront l'exiger à leurs voisins, et puis ça devient, c'est le citoyen de demain conforme ainsi. Mais je pense, et aussi, il faut que les compatriotes, les Béninois, ceux qui nous suivent, soient moins réfractaires au changement. On a parlé de l'assainissement des berges lagunaires, on a parlé à chaque fois, mais je pense que les Béninois commencent par comprendre que tout ce qui est fait comme politique n'est pas contre eux, et que ça participe aussi de l'aménagement de leur espace de vie, Mais l'autre chose qui est capitale et importante aussi, qu'on n'a peut-être pas soulevé, cette question Moi, il y a quelque chose d'anecdotique. Il y a quelques années, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet, parce que j'écoutais une conférence de Dangote, le mania nigérian, et de Bill Gates. Et je pense que c'était à une conférence, c'était à Davos. Et Bill Gates disait très sérieusement que son prochain grand business, sont les toilettes publiques. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, le prochain business, c'est cela. Et il travaille même sur un modèle qui pourrait être exportable facilement dans les pays en voie de développement, les pays sous-développés, simplement parce que ça pose un vrai problème en termes d'épidémie. Puisque vous parlez de ça, je ne sais pas si vous savez qu'il y a un projet actuellement en cours, même en commun, et c'est piloté par la Fondation Bill Gates. Et ça a trait à l'assainissement, à tout ce qui est toilette, et c'est appelé, je crois que si je ne me trompe pas, ça doit être le projet Guillaume Tri. C'est possible. Guillaume Tri et tout cela. Je n'avais pas suivi la fin, mais ce qui m'importait de dire, c'est que avant toutes ces choses qu'on a évoquées, la responsabilité sociale, c'est avant tout une question de dignité humaine. C'est avant tout ça, une question de dignité humaine. C'est parce que tous les quartiers dont on a parlé, ainsi de suite, et moi aussi dans mon quartier, je le vois, j'ai des voisins où le matin, quand je quitte chez moi vers 6 h du matin, je vois les gamins sortir de leur maison, aller se mettre, aller faire leurs besoins quelque part dans un petit bosquet et revenir chez eux. C'est une affaire de dignité, c'est un droit humain qu'on doit pouvoir satisfaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, en même temps que les Béninois et Béninoises doivent se conscientiser eux-mêmes et que l'État a un rôle à jouer, je pense qu'aujourd'hui, on doit être un tout petit peu patient parce qu'on ne peut pas résorber 30 ans, 40 ans de démission des différentes administrations, on ne peut pas le résoudre en 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Je pense que petit à petit, on parle de tourisme, on parle de rendre nos villes plus accessibles, plus vivables. Donc ça va venir petit à petit, mais il est important déjà que l'État fasse respecter les devoirs de ceux qui nous logent, des bailleurs. Il y a une loi qui a été prise pour le bail. Je pense qu'il y a des lois qui doivent être prises dans ce sens pour obliger déjà, parce que ça pose des problèmes d'assainissement public. Quand vous avez l'autre problème, quand vous avez des latrines construites à côté
de points d'eau, comme on en voit partout à côté de puits. Ça veut dire que vous faites vos besoins et vous les prenez autrement par l'eau. Vous le caricaturez très bien. C'est autrement par l'eau. Vous savez, la première fois où, c'est une petite histoire, quand j'étais sur le campus, et vous savez, le campus dispose d'un certain nombre d'ouvrages qui permettent de recevoir de l'eau, et un jour j'étais au restaurant universitaire et puis quelqu'un me dit, mais Romuald, est-ce que tu sais que ce que tu manges là, l'eau qui c'est à préparer, ça c'est l'eau qui sort des résidences là, là où vous faites vos besoins. Je vous assure, le jour là, je suis parti à la maison, je n'ai pas pu aller au restaurant. Je pense que j'ai suivi aussi tout à l'heure une vidéo sur la question de présence des matières fécales dans l'eau que nous buvons. La pollution de la nappe phréatique. Dans l'eau que nous buvons, c'est vraiment un véritable problème. On a essayé de taire un peu cette polémique, je l'ai lu aussi, je n'ai pas cherché à vérifier sur la présence des matières fécales dans un certain nombre de repas que les gens consomment. Je pense que c'est tout un problème qui se pose. Comment est-ce que nous construisons nos maisons? Comment est-ce que nous construisons nos villes? Et vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir des toilettes à côté d'un puits. C'est pas possible. D'un point d'eau, non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir des toilettes à l'entrée d'une maison. Cela veut dire que le dispositif pour recueillir est juste dehors et quelquefois même en communication avec les caniveaux, avec les ouvrages publics qui sont mis en place. On ne peut pas construire un pays comme ça, on ne peut pas construire une ville comme ça. Et vous l'avez dit aussi, il faut que les populations comprennent qu'il est temps d'arrêter d'être réfractaires au changement. Nous avons tous besoin de vivre dans un environnement sain. C'est une question de droit, c'est une question de dignité humaine. Et les politiques ne doivent plus à un moment donné jouer dans du sentimentalisme. Il est temps qu'on puisse taper du poing sur la table pour faire en sorte que nous puissions avoir un espace sain, un espace vivable, pour que les questions de santé, de diarrhée, d'autres maladies infectieuses auxquelles nos populations sont confrontées, que nous puissions de plus en plus les battre en retraite pour faire en sorte que les investissements que nous mettons sur les secteurs, dans le secteur de la santé, nous puissions les mettre dans d'autres secteurs productifs pour aller vers le développement. Très bien, c'est fini. Oui, c'est vraiment une question d'éducation, une question de dignité, et c'est très important. Nous allons demander à ce que l'État aille vraiment de la manière forte telle que ça se présente pour sensibiliser les gens, pour que les gens puissent, la population puisse accepter et comprendre ce qu'il y a, parce que ça, il va de notre santé. C'est d'abord nous-mêmes qui faisons la chose, c'est nous qui subissons. Ce n'est pas le CA, le maire, encore moins le ministre ou le président, non, mais c'est d'abord nous-mêmes. C'est un enjeu de santé publique, comme on le dit, et ça part de nous. Il faudrait qu'on soit bien conscientisé dans ce sens-là. Oui, non, je voudrais simplement dire que pour parler des épidémies, essayer d'être rigoureux sur ces points, pour les ménages, ces femmes et ces hommes qui devraient faire un peu plus attention à comment ils gèrent leur pourtour immédiat. Ça fait des économies en termes de dépenses de soins de santé. C'est pas la peine, on raffole de ces potions qui sont censées nous ragaillardir, guérir le palu, le diarrhée, et ainsi de suite. Mais il suffirait de se laver les mains. Ou même renforcer notre virilité sexuelle. Alors qu'il y a des habitudes très simples à prendre, ainsi de suite. C'est vrai, on peut déplorer parfois que le mobilier ne soit pas disponible, mais là où les mobiliers sont disponibles, il faut une exigence de rigueur, simplement parce que une épidémie qui se dégrade dans une ville comme la nôtre, c'est la catastrophe. Je pense que si on avait vécu ce que le Nigeria a vécu pour l'Ebola, je ne sais pas, même si nos services sont compétents et ont montré une certaine célérité dans la prise en compte de cette menace-là, ça peut faire banalement des dégâts, et ce ne sera pas la faute d'un président de la République ou d'un maire, ainsi de suite. Simplement, c'est une conscience collective qu'on devrait avoir autour de ces sujets-là et permettre une bonne fois pour toutes aux différentes administrations de déployer ce qu'il faut en termes de changement. Ça demande des sacrifices pour nous, ça demande que des voies soient ouvertes, ça demande que des places soient libérées, ça demande que des efforts soient consentis par tout un chacun. Très bien.